Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de En Bref. C'est un rendez-vous que vous connaissez bien maintenant avec donc Éric Landau et aujourd'hui Yann Landau que je salue tous les deux. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Donc, on a pris l'habitude de venir vers vous pour, en quelques minutes, décrypter l'actualité juridique. Aujourd'hui, Stradet, SAGE, SDAGE et autres planifications environnementales. Comment sécuriser en droit sans s'embourber, c'est le moins que l'on puisse dire. Dans les faits, eh bien, justement, nous allons essayer d'aller au plus vite pour comprendre de quoi il s'agit. Yann Landau, précisément, en quelques mots, de quelle procédure nous parlons, en l'occurrence là? Alors, nous parlons de plein de types de schémas différents. Il y a évidemment, au premier niveau, je dirais, les PLU qui sont en train d'être intercommunalisés. Il y a les SCOT. Et si on remonte, évidemment, eh bien, on va retrouver énormément de types de planification, dont une planification intégratrice qui est venue un peu se substituer à tout un ensemble de planifications qu'on avait avant, les SRADET à l'échelle régionale. Puisque nombre de planifications sont remontées à l'échelle régionale, alors que certains étaient départementaux, d'ailleurs, comme les plans déchets, et qui aujourd'hui ont un rôle intégrateur, ce qui permet en principe de simplifier en ayant une seule planification pour les gouverner tous, mais qui en réalité est aussi une source de difficulté de par le fait que c'est une planification qui embrasse énormément de thématiques différentes. D'accord, très bien. Tu as accompagné d'ailleurs de nombreuses procédures ces derniers mois, ces dernières années, y compris en matière de GEMAPI et de déchets, en plus des STRADET et donc équivalents. Donc voilà, tu as une vision très panoramique justement de ces liaisons entre toutes ces procédures-là. Tout à fait. C'est-à-dire que on a accompagné une première vague qui était l'élaboration initiale des SRADET. Auparavant, on avait accompagné pas mal de régions sur les différents bouts de planification qui sont retrouvés intégrés dans ces SRADET, et notamment les plans déchets, entre autres, mais aussi. Qui étaient départementaux sauf pour l'Île-de-France, mais qu'on avait accompagné Tout à fait. plus de la moitié. Tu avais accompagné plus de la moitié de la France, je crois. Si on raisonne en termes de population tonnage, oui, pas loin, je pense. Ouais. Et puis beaucoup de SRADET, et puis les équivalents, le PADU-Concorde, ça on n'a pas fait, mais les SAR en Outre-mer, le SDRIF en Île-de-France, tout ça, Oui, on on avait a travaillé connu sur pas pas mal de mal. planifications. On avait Ouais. travaillé sur pas mal de planifications antérieures qui sont retrouvées ensuite intégrées dans une première vague d'élaboration des SRADET, dont certains ont eu plus de mal à aboutir parce que en fait, les contextes changeaient en permanence. On pense à une région où il y avait une problématique d'aéroport qui ont changé beaucoup de choses, par exemple sur la planification. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes sur les SRADET, sur la deuxième vague, c'est-à-dire on est sur la première vague d'évolution des SRADET. Alors parfois on intervient sur purement la sécurisation de procédure, parfois en tandem avec des partenaires techniques. Ne pas sous-estimer, évidemment, sur toutes ces applications-là, c'est un dialogue entre plein de métiers différents, le juridique, le technique, le financier aussi, parce que c'est le nerf de la guerre. D'accord. Bon, il a raison, Éric, Yann, d'insister sur le fait qu'il y a, voilà, il y a pas mal de régions où vous êtes allé. Yann, la question qui suit, naturelle, c'est la sécurisation en droit. Comment ça fonctionne? On va se focaliser surtout sur les SRADET dans ces cas. Évidemment, lorsqu'on est sur une procédure d'élaboration à initio ou une révision pure, je ne dis pas que c'est le plus simple à sécuriser, que c'est le plus lourd, mais c'est presque le plus simple quand même, parce qu'en fait, on va être sur l'évaluation environnementale, j'étudie ma situation, j'ai mon état des lieux, je présente mon projet. Évidemment, il y a toutes les phases de concertation à respecter et de consultation des personnes publiques associées. Et je vais avoir ensuite l'enquête publique jusqu'à l'adoption finale du SRADET. Mais lorsqu'on est aujourd'hui sur une phase intermédiaire qui est une évolution de mon SRADET, je vais être dans un domaine où je vais apporter des modifications. Et là, soit mes modifications vont être substantielles et je rentre dans une révision, très bien. Mais parfois, je vais me retrouver dans une situation où soit je suis dans un domaine où je dois adapter où je dois adapter mon SRADET à des évolutions législatives et le texte dans le CGCT me permet expressément de recourir à la procédure de modification, sous-entendu alors même que je pourrais être sur des modifications majeures, ou alors je suis sur un aspect non substantiel et je pourrais recourir à cette procédure de modification. Le problème, c'est où est la frontière? Comment j'apprécie si je suis encore dans la simple adaptation de la loi ou déjà
dans de l'innovation qui va un petit peu au-delà et du coup qui devrait me faire reglisser sur de la révision, c'est parfois très, très, très ardu comme exercice de découpage. Donc du coup, bah, tout l'enjeu, c'est d'identifier tout ce qu'on veut modifier et de cocher les cases et de voir si je suis dans une phase. Bon, et là, effectivement, je vais m'inscrire dans une modification. Et dans d'autres cas, si je dois plutôt retarder et m'engager dans une procédure de révision ultérieure parce que ce sera la solution la plus sécurisée en droit. D'accord. Est-ce que pour mettre tout le monde d'accord finalement, ou éviter de montrer que les engagements dépassent les compétences de la personne publique qui va délibérer, paradoxalement, la réponse floue est-elle la meilleure des solutions? Non, la réponse floue n'est malheureusement jamais la solution, je dirais. Non, il faut juste bien prendre le temps de dialoguer avec les services. Alors ça, c'est du point de vue du juriste. De dialoguer avec les services sur ce qu'ils veulent faire, comprendre ce qu'ils veulent faire, et nous, on apprécie derrière, en leur disant: «Bah, ça, c'est sécure, là, c'est un peu limite». Et après, une partie de notre rôle à nous, hein, c'est d'aider à la rédaction pour rester dans les clous par rapport à ça. Surtout que le SRADET, faut pas oublier qu'à la fois, il y a un côté, je fixe des objectifs, je peux avoir des recommandations, puis j'ai des vraies règles que je vais mettre en place. Et les relations avec les documents infra, que sont notamment bah, les SCOT, parfois directement les plus, il n'y a pas de SCOT, mais vont être importants. Il ne faut pas oublier que derrière, il y a tous ces acteurs-là qui vont devoir mettre en musique. Donc, du coup, il est évidemment important de ne pas cultiver le flou, mais plutôt de bien étudier ces choses-là et de les analyser. Et parfois, eh bien, de dire: «Non, écoutez, ça, on peut pas, ne faites pas de règles là-dessus, c'est trop dangereux, on va glisser cette recommandation et on reverra plus tard avec une révision». Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous faire rentrer finalement un peu dans l'intimité justement de cette réflexion? Que faire, au juste? Quelle est la ligne, que tu essaies de suivre? Bah, nous, effectivement, c'est un travail, de bureau, hein. C'est qu'on va être essentiellement du coup enfin, de ce point de vue-là, de regarder la loi et du coup, par rapport à la notification, hein, ce qui doit être apporté ou alors de dialoguer avec le client pour dire: «Bah, écoutez, là, vous voulez modifier tel paramètre, qu'est-ce que ça implique concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire?» et cetera et cetera. Et nous, on apprécie après, on regarde la jurisprudence disponible. Alors, il y en a très peu, hein, sur les SRADET, mais en fait, on peut Mmh. énormément s'inspirer sur les anciennes planifications. Le juge va raisonner de la même manière pour voir si, du coup, j'ai franchi ou pas, une ligne rouge. Après, il y a un autre aspect qui est D'accord. très important, c'est la concertation. Il faut absolument, dans les SRADET, ne pas négliger la concertation avec les personnes publiques, évidemment, avec les SCOT principalement, mais pas que, parce que enfin ceux qui portent les SCOT, parce que derrière, ils vont devoir mettre en musique la déclinaison locale Mmh. et l'ensemble des autres acteurs publics, hein, mais je dirais aussi et surtout, dès le début de la procédure, je dois arrêter ma stratégie de concertation. Mmh. Puisque Mmh. la personne, l'exécutive va devoir d'ailleurs, prendre un acte en la matière pour dire: «Voilà la concertation qu'on va mettre en place». Du coup, il faut bien la D'accord. respecter, il faut bien respecter ses propres Mmh. procédures. Bien sûr. Ça tombe sous le sens. Merci Yann pour pour ces aspects-là. On passe au SCOT maintenant et au PLUI, PLU et PLUI tout simplement. Eric Landau, C'est le domaine de Nicolas Paul-Bosco chez nous, mais d'accord. c'est pour ça que je me retrouve à en parler. On accompagne effectivement des SCOT, des PLU, des PLUI. Et là, évidemment, on est au cœur de toute une réflexion qui avant tout est d'aménagement. On a un peu des injonctions contradictoires, hein. Il faut développer des endroits pour respecter la loi SRU. Oui, mais pour des raisons de ZAN, on ne peut pas trop étendre ce qui est constructible. Oui, mais dans ce cas-là, on va densifier les dents creuses. Oui, mais pour que la ville soit à basse température et la désimperméabiliser, il faut quand même développer des espaces qui seront désimperméabilisés, voire renaturés ou en tout cas boisés, mais avec des surfaces minimales pour être prises en compte dans le ZAN. Et là, il y a une équation d'aménagement qui est plus complexe qu'avant, avec une sécurisation juridique qui est à faire en amont. Cette sécurisation, globalement, était faite par les gens qui accompagnaient, les bureaux d'études qui accompagnaient en pur aménagement et qui faisaient ça un petit peu avec leurs juristes internes avant. De plus en plus, à des échelles plus grandes, et parce qu'il y a plus de contentieux qu'avant et qu'on a compris que cette sécurisation était de l'argent peu conséquent. D'abord, ça coûte pas très cher.
et que c'était très bien investi parce que ça évitait sinon des catastrophes contentieuses. Donc, à l'échelle notamment de l'intercommunalisation, désormais, il y a un accompagnement juridique. Mais attention, il y a un emboîtement, hein, il y a un rapport de compatibilité entre, alors on a parlé des SRADET ou des équivalents, hein, SDRIF, PADUC, SAR, mais il y a aussi d'autres schémas, par exemple SAGE et SDAGE, les décisions en matière d'animation et de gestion des eaux, là aussi un certain nombre de décisions doivent être rendues compatibles, donc des rapports de compatibilité. Et donc il y a un rapport de compatibilité entre ces grands documents qu'évoquait Yann, Scott et PLU. Et là, l'arrivée du ZAN notamment a été un sujet de tension dans certaines régions. Ben justement, tu me tends la perche. Je me posais la question de savoir quel était l'impact pour les SCOT et les PLUI si un STRADET, justement, n'intégrait pas le ZAN. D'abord, toute référence à une région existante ou ayant existé serait purement fortuite, d'abord. Et ensuite, si je suis un SRADET et que je dis ouais, moi, mon SRADET, une région et mon SRADET, ou SAR, ou VADUC, ou SRIF, n'intégrera pas le ZAN. Trois séries de remarques. Un, la procédure d'adoption d'un SRADET, mais Yann est plus compétent que moi pour en parler, ça passe quand même par la case préfet, notamment là, tout à fait à la fin. Donc, c'est lui qui adopte si c'est lui qui adopte le schéma à la fin. Hein. Voilà. Il y a la région qui délibère, mais c'est le préfet qui. Donc, la région peut se mettre en position politique, et les hommes politiques concernés le savent parfaitement, consistant à dire je bloque, mais le déblocage à la fin, voilà. Deuxième chose, y aurait-il une irrégularité dans le SRADET que ça peut le rendre fragile en droit, et c'est notre but que d'éviter qu'il ne le soit. Hein. Très souvent, il y a des messages à faire passer, mais qui ne peuvent pas relever des compétences de la région. Donc, tout l'art de Yann et de ses équipes, c'est de dire ça, vous pouvez le mettre en prescription dans le SRADET, et puis ça, non, mais vous pouvez indirectement indiquer que vous, votre choix, c'est ça, mais que ça ne sera pas une obligation du SRADET. Voilà. Si le SRADET ne respecte pas le ZAN, ils peuvent se fragiliser, il ne passera pas le cap du préfet, mais surtout, là je résume, hein, parce que c'est un peu plus compliqué que ça, mais un des apports des lois les plus récentes, notamment l'été dernier, c'est qu'on peut ajuster et assouplir les objectifs de SRADET, les objectifs de ZAN. Donc, si un SRADET n'intègre pas de paramètres de ZAN ou parce qu'on compte de reprendre l'état du droit par blocage ou posture d'affichage, qui peut avoir sa légitimité, c'est pas la question. Hein. Mais dans ces cas-là, les SCOT n'ont plus aucune marge, ils devront, eux, appliquer le ZAN, point barre, sans aucune démarche. Or, le SCOT d'un espace urbain extrêmement dense déjà, mais où j'ai quelques zones à libérer, y compris pour éviter, pour désimperméabiliser et rendre ma ville plus basse température par rapport à ce qui se passera dans des zones rurales ou des zones périurbaines où j'ai pas mal de dents creuses en réalité que je peux combler sans que ça pose de problème, mais qui vont dépasser les seuils du ZAN. Je m'interdis de faire masse en clair et d'avoir une politique intelligente à une échelle régionale. Si le SCOT ensuite a la même démarche, c'est chaque PLU qui devra appliquer les règles du ZAN, point barre. C'est un petit peu dommage. D'accord. Merci Eric. Clairement, le SRADET n'est pas, s'il n'est pas adopté, il n'est pas adopté. Il n'y a pas de sanction en tant que telle véritablement qui sera faite à l'égard de la région. En revanche, la non-adoption du SRADET, on pourrait de prime abord croire que c'est une chance pour les SCOT, mais comme l'a dit Eric, clairement, en réalité, je vais me retrouver dans une situation où je vais mettre plus les SCOT en difficulté qu'autre chose, parce que derrière, c'est à partir du SCOT et en cascade du PLU que vont se faire toutes les règles d'urbanisme. Et du coup, le risque est de bloquer en fait mon urbanisme plus qu'autre chose en fait. D'accord. Yann, juste une dernière question. Quel conseil opérationnel retenir de notre discussion finalement? Le plus important pour bien sécuriser, c'est quand même la concertation, puisqu'en fait, on va être dans un dialogue entre le SRADET et les SCOT. Alors, la concertation ne va pas concerner que les SCOT, mais c'est vrai que souvent, là, on a vu le plus de tension dans les échanges, c'était dans cet échange-là, et c'est bien normal, puisque c'est là qu'on va avoir derrière l'outil principal de déclinaison locale avec le SCOT. Il est important de ne pas sous-estimer tout ce temps d'analyse et savoir aussi arrêter à un moment donné les compteurs. Le problème, c'est que ces derniers temps, on a eu des évolutions législatives successives, des adaptations successives, et en fait, beaucoup de SRADET sont en train de prendre du retard par rapport à du coup telle transposition. Ah non, on arrête parce que sinon il y a un nouveau texte qu'on transpose. À un moment donné, on arrête les comptes, on fait une modification. Et il faut accepter que c'est un document qui va devoir vivre, faire évoluer progressivement, et certaines choses, eh bien, on les fait un peu plus tard. C'est pas bien grave. Le tout étant comme de respecter donc autant que possible le calendrier législatif
si c'est raisonnablement possible. Compte tenu du fait qu'il n'y a pas de sanction, il vaut mieux parfois être là un petit peu en retard par rapport à la loi et bien le faire que bâcler les choses aussi, même si je ne devrais pas le dire comme ça. Après, il y a des régions qui commencent à mettre en place des outils instaurés par la loi 3DS. On l'a suggéré sur quelques-unes des régions déjà. C'est de recourir à des outils comme la différenciation territoriale qui permettent justement de pouvoir demander des adaptations parce qu'il y a un décalage entre le droit national et la réalité de terrain que vivent les régions ou à travers les régions, les SCOT qui leur remontent les informations. Et du coup, plutôt que d'aller au clash en disant je ne vais pas faire ceci, je ne vais pas faire cela, de faire une proposition aussi qui consiste à dire mais par contre, voilà, je propose des adaptations au texte parce que là, il y a un souci, voilà ce qu'on pourrait faire. Eric connaît très bien le sujet de différenciation, je ne sais pas si tu veux. Ah non, non, compléter, mais... j'abondais en ton sens, et souvent les collectivités infrarégionales, les départements peu, mais pas le bloc local hésite à recourir à ces outils. Certaines régions, notamment l'Île-de-France, l'ont fait abondamment, et c'est une très bonne chose parce que il y a matière. Donc je rappelle qu'on va saisir soit l'autorité réglementaire, soit et l'État et réglementaire et les présidents des assemblées parlementaires pour demander des ajustements propres à chaque territoire, et le SRADET est euh, un très bon lieu d'émergence de cela. Très bien. On a fait un petit tour de la question, mais merci en tout cas d'avoir apporté les éclairages nécessaires pour ne pas s'embourber, comme on l'a dit, dans les planifications environnementales. Merci messieurs, et rendez-vous donc à un prochain épisode de En Bref. Merci beaucoup. Merci.